Bonjour à tous. Ça va être difficile de passer derrière Charles. Euh, voilà, Mejdana Dari, entrepreneur. Alors, je suis désolée, hein, je ne vous connais pas, mais je vais beaucoup parler de moi. C'est très mal élevé, il paraît. Je suis franco-marocaine. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Mes parents sont émigrés et sont arrivés en fait en France pour donner une chance à leurs enfants en fait. Je les considère comme des entrepreneurs de leur vie. Ils ont voulu nous donner tout ce dont ils n'avaient pas, ce qu'ils considéraient comme une force en France, c'est-à-dire l'éducation. L'éducation pour qu'on puisse réussir par nos propres moyens. Et c'est vrai que je suis la cadette d'une fratrie de 5 enfants, 3 ingénieurs, une juriste commerciale, une hôtesse de l'air. Et mes parents donc sont ouvriers, 40 ans pour mon père à la SNCF et ma mère est analphabète. Ça veut dire que c'est possible effectivement déjà de considérer le territoire français comme un territoire des libertés, des chances. Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis avec tout ce qu'on peut imaginer de ce qu'est la banlieue, avec ses difficultés, mais ça m'a appris la résilience. On parlait de souveraineté. Je crois qu'on n'a jamais eu autant besoin aujourd'hui de s'accrocher à cette notion-là et de se sentir libre de proposer une autre vision pour la France, une vision que j'essaie de porter en fait en entreprenant, et je vais vous expliquer voilà, comment j'en suis arrivée là. Alors, plein de galères, hein, c'est ce que tu disais Arthur. Moi, dans mon parcours, ça a commencé par la conseillère d'orientation. On va peut-être pas revenir, c'était il y a 20 ans, mais en banlieue, la conseillère d'orientation, c'était pas qu'une légende. C'est-à-dire qu'on la voyait une fois l'an hein, pour t'expliquer que veux-tu m'orienter, mais qu'est-ce qui te plaît dans la vie? J'ai 17 ans, je ne sais pas encore en fait. Et en fait, on n'a pas été vraiment orienté. Donc j'ai commencé en fait ma vie dans l'âge adulte à faire du droit parce que on m'a dit que ça menait à tout. La preuve. Et j'ai fait une école de commerce par la suite. Alors, mon parcours, c'est voilà, j'aime bien dire, j'avais 19 au bac français, c'est quand même triste de s'en rappeler, et j'avais 16 en mathématiques, donc j'aurais pu faire autre chose, et on n'avait pas du tout en tête que des écoles de commerce pouvaient exister, qu'il y avait des structures qui pouvaient nous accompagner, donc on faisait ce qu'on pouvait. La deuxième difficulté dans laquelle, vous voyez, moi, la liberté, ça a deux sens. Hein. La liberté par rapport à mon environnement social, duquel je devais me libérer d'une part, et puis ensuite la liberté que je devais acquérir par l'entrepreneuriat. Mais sur la première partie de ma vie, je vous le dis aujourd'hui, ça a l'air simple, mais c'était. J'ai appris la galère comme pas possible en fait. Hein. Système DDD, démerde-toi vite, vite, vite. C'est la baseline quoi chez nous. Donc j'arrive dans un contexte où mon père, c'est accroche-toi à ton boulot, 40 ans dans la même boîte, donc déjà psychologiquement entreprendre, c'est pas dans le vocabulaire. Ensuite, je suis dans un environnement où c'est pas un plafond de verre hein, qu'on a chez nous, hein, parce qu'on sait pas ce qu'il y a au-dessus en fait. Hein. Donc c'est un mur en béton armé, il faut y aller avec le marteau-piqueur. Et je suis sortie de ma banlieue pratiquement à 20 ans. Hein. J'ai découvert le métro à 18 ans, j'ai encore mon ticket de métro de la première fois que j'ai pris le métro et j'ai vu la Tour Eiffel parce que j'étais à Bir Hakeim. Je suis waouh, on en parle beaucoup, mais j'en ai plein dans la cité, moi, des tours en fer. Et en fait, cette première partie de ma vie, de la découverte de l'autre, m'a permis de comprendre en fait que ce que j'étais, c'était dans votre regard à vous, avant d'être dans le mien. Donc cet environnement social dans lequel j'ai vécu, c'était un environnement où, par rapport à mon adresse, à mon domicile, à mon origine, j'étais pas attendue à certains endroits. Donc ça, c'était mon premier choc, en tout cas ma première découverte de l'autre, c'est qu'on ne m'attend pas là. La deuxième chose, c'est que j'ai compris qu'on ne m'attendait tellement pas là, qu'il y avait un système un peu insidieux qui avait pénétré nos quartiers, où en fait, vivre, alors je ne veux pas être caricatural très franchement, parce que ce n'est pas la norme, mais on avait toujours un filet de sécurité. C'est, oh, t'as pas de boulot, c'est pas grave, tu vas à la Pôle emploi et puis tu vas avoir des aides. Tiens, tu vas avoir l'assistante sociale. Donc à aucun moment, tu vas dans un endroit, on va te dire, ok, qu'est-ce que tu veux vraiment, comment je peux t'aider, tu peux créer. Ce n'est pas dans le vocabulaire, ça n'existe pas. Le seul modèle qui existe chez nous dans les quartiers, c'est on essaie de trouver un boulot. Tant et si bien que mon premier engagement associatif, c'est nos quartiers ont des talents. C'est une association dans laquelle je suis ambassadrice, et c'était apporter du réseau à des jeunes diplômés, pour qu'ils puissent trouver leur boulot. Parce que c'était ça la norme pour nous, c'était de trouver un travail. La première des notions, la première des libertés, l'inclusion économique par l'emploi salarié.
il faut du réseau. Donc je m'investis là-dedans et je me rends compte effectivement que tous nos jeunes sont formés comme un seul homme pour faire le même métier. Et ce qu'a dit Virginie en introduction tout à l'heure, c'est quels sont les métiers de demain. Quand on va aux États-Unis sur les campus, vous avez des entreprises qui viennent déjà former les jeunes, qui viennent déjà vous recruter. Et vous formez des jeunes à un emploi. 70% de nos jeunes dans les quartiers hauts diplômés ont fait du marketing, du commercial. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes dans une entreprise, quelle est la part de la communication, du marketing dans vos entreprises? 2%? 5%? Eh bien, chez nous, dans les quartiers, c'est 70% qui sont formés à ces métiers-là. Donc, de fait, on nous parle de discrimination, mais je crois que malheureusement, il faut raisonner, et je fais toujours cet effort de raisonner en flux, et en me disant, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de chômage? Ce n'est pas possible. Simplement parce qu'on ne forme pas nos jeunes à des métiers. On ne nous forme pas à des métiers. Et c'est pris en charge maintenant par des groupes comme Niel, qui vous montrent des structures avec notre argent, pour former des développeurs, qui va remettre dans ses propres entreprises. Je connais bien l'individu, qui a créé un fonds d'investissement dans lequel c'est ces mêmes entrepreneurs, c'est un cercle vertueux pour lui, développeurs, qui remet dans son circuit. Donc ça, c'est mon constat un peu aberrant. Donc je reviens un peu du modèle du salarié et je me dis, mais j'ai une voix, l'émancipation dans mon propre carcan psychologique, voilà. Dans mon foyer, quand tu as 40 ans, qu'un père qui t'explique qu'il faut t'accrocher à ton boulot, et que le meilleur modèle du monde, c'est d'être tranquille et d'avoir un boulot et de rester à vie, c'est difficile de swifter. C'est difficile de penser différemment. Il a dans ses 5 enfants quand même 3 entrepreneurs, donc il a échoué quelque part. Et en fait, quand on crée chez nous, et je dis chez nous parce que je suis quand même attachée à mon quartier, c'est par nécessité. C'est quand tu n'as pas de boulot, que tu n'as pas envie d'être assisté, et qu'à un moment donné, il y a des dysfonctionnements que tu observes et qu'il n'y a pas de réponse, tu n'as pas le choix, tu vas entreprendre. Donc l'entrepreneuriat, pour nous, ce n'était pas un choix, c'était une nécessité. La seule manière d'être libre, la seule manière de pouvoir être une vraie force vive du pays, pas des stats, pas des gens qui sont dans un coin. Et je le dis à double titre, par mes origines et parce que je suis une femme aussi. Alors je sais que c'est pas bien, mais quand on parle d'égalité des chances, égalité, on parle aussi... dans la discrimination des femmes et des hommes. C'est-à-dire que nous sommes, nous aussi, en tant que femmes, une stat. Et je sais que beaucoup de femmes aujourd'hui sont dans des entreprises parmi nous où passer l'échelle au-dessus, passer sur un emploi qui à la hauteur de leur qualification, c'est difficile. Donc moi, je me suis dit, je ne peux pas me contraindre, je n'y arrive pas, je ne respire plus, je n'arrive plus au bout d'un moment à faire semblant. J'ai été pendant des années la directrice générale de la chaîne de magasins Bio C'est Bon, qui a été rachetée par Carrefour. Alors j'en suis partie avant que ça parte à volo, donc je vous laisse interpréter. Et je me suis dit, voilà, moi j'ai toujours été engagée en fait dans, allez savoir pourquoi, dans l'écologie. Je viens pourtant pas d'un foyer qui était hyper éclairé sur ces questions-là. Mais il y a 10 ans, l'univers de la bio, je venais de chez Carrefour, les gens se sont dit, mais t'es complètement dingue, t'avais un super boulot, tu pars pour un nouvel environnement. Donc, je découvre un nouveau métier. J'ai découvert la bio. J'en suis partie parce que je considérais que la manière dont on le traitait n'était pas la bonne manière. Et en allant là, et je vais revenir à ce que je fais aujourd'hui, du coup, un peu long, c'était le gaspillage alimentaire. Alors, c'est très à la mode aujourd'hui. Tout le monde fait de l'anti-gaspi. Le gaspillage que moi je vois, et je raisonne toujours en flux, c'est 50% de ce que l'on achète provient de l'étranger. Et devinez combien on jette? 50%. Donc je me dis, c'est quand même bizarre. Y a un truc qui ne va pas en fait dans les chiffres. Les fruits et légumes aujourd'hui, ça pèse en France 20 milliards d'euros, et ça c'est grande distrib, je pense que c'est même un peu plus. Vous avez dans le monde 2200 milliards de fruits et légumes qui sont jetés, donc c'est 50% de ce qu'on gaspille en règle générale. Je déteste les chiffres parce que c'est chiant à comprendre, mais moi ce qui m'a surpris le plus, c'était de me dire mais comment est-ce qu'on peut jeter autant dans l'indifférence la plus totale? Parce que la deuxième vérité aujourd'hui dans ce produit, et j'insiste parce que je vais faire un peu la promo de ma boîte, en fait, c'est un vrai problème parce qu'on parle de souveraineté, mais il y a aussi cette liberté, c'est la résilience alimentaire. C'est être libre. Demain, il y a une catastrophe comme on l'a vécu avec Covid. Qu'est-ce qu'on fait? Si 50% de ce que l'on consomme, il faut aller le chercher à l'étranger, mais c'est grave. Parce que là, on n'est pas en train de parler d'un produit non essentiel, comme disait Virginie tout à l'heure. On est en train de parler d'un truc. On meurt, en fait, si on ne mange pas. Je veux dire, mécaniquement, c'est difficile. Et pourtant, 50% d'une alimentation de base essentielle provient de l'étranger.
Ça, c'est pour moi, dans mon disque dur, il y a un truc qui ne va pas. J'ai commencé à regarder grâce à mon expérience dans le retail, et en fait, alors accrochez-vous, parce que c'est quand même assez incroyable ce que je vais vous raconter, mais vous savez comment sont gérés aujourd'hui les fruits et légumes? Voilà, un exemple. En fait, aujourd'hui, les fruits et légumes sont traités avec un stylo derrière l'oreille et une feuille de papier. Donc, on parlait de digital. Voilà aujourd'hui où on en est. Donc, comme un fruit et légume est impérissable, pas comme les autres, c'est un produit qui n'a pas de code barre. Donc, comme il n'a pas de code barre, il ne peut pas passer dans les petites machines qui décrémentent les stocks et puis après qui approvisionnent automatiquement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met un emballage plastique pour mettre un code barre. C'est pas bien, c'est pas le sens de l'histoire. Donc, on a une directive européenne, évidemment, qui est intervenue, puis après une loi française du 10 février 2020 qui dit le plastique, c'est pas bien. Ça n'empêche pas que vous allez dans un magasin aujourd'hui et vous allez voir encore du plastique. C'est même choquant. Donc, ce qu'on a fait, moi et d'autres de mes camarades, on s'est dit, en fait, on va digitaliser ce métier. Mais pour pouvoir le faire, il va falloir faire des correspondances entre un produit et puis le fournisseur. Je ne rentre pas dans les détails, c'est très long et c'est très chiant. Mais simplement, aujourd'hui, on est la seule start-up européenne à faire ce que l'on propose. Et je vais parler de la bureaucratie, si tu m'autorises. Le concurrent qu'on a est un concurrent américain qui a le même âge que nous. C'est assez charmant. Silicon Valley, ingénieur de Stanford. Très belle vidéo que je peux t'envoyer. Ils ont levé 30 millions d'euros en l'espace de 2 ans, valorisé 150 millions d'euros. Et moi, en 2 ans, j'ai péniblement récolté 200 000 euros. On ne joue pas dans la même cour. On parlait des produits financiers parce que je trouve que la France était quand même un très très beau pays pour l'entrepreneuriat sur la R&D, pour peu que tu aies les moyens d'en faire, puisqu'après on vous rembourse dans le cadre d'un CIRSI, donc crédit d'impôt recherche. Pas très utilisé en France d'ailleurs, beaucoup par les grands groupes, mais pas par les petites startups parce que c'est très contraignant. Et alors là, la bureaucratie dont tu parlais Charles tout à l'heure, j'ai gagné un prix génial par la recherche, par Bercy et l'Université de la recherche, etc. On a d'ailleurs été la seule start-up la semaine dernière à la convention CASE, à côté d'Alibaba et d'Amazon, pour nos recherches, puisqu'on a un taux de prévision et de précision sur nos prévisions, n'est-ce pas, de 98% pour l'approvisionnement. Donc c'est quand même pas mal. Et pourtant, donc on a gagné ce prix. Alors, une dotation de 250 000 euros. Tu dis génial. Premier chèque, 125 000 euros. Où est le reste? Ah, mais ça, c'est qu'à la fin du programme. Mais c'est-à-dire dans 1 an et demi. Ah, c'est charmant. Covid est arrivé, et donc on nous dit pendant Covid, vous inquiétez pas, start-up qui avait gagné le prix Leader PIA, on va vous débloquer par anticipation la 2e tranche. Génial, on va pouvoir survivre. Ah, mais désolé, en fait, malgré l'annonce du gouvernement, en fait, le produit Leader PIA que vous avez eu, c'est un mix entre la région et la BPI. Oui. Ah bah du coup, on ne peut pas le débloquer. Mais vous êtes tous les deux d'accord? Oui, c'est pas comme ça que ça marche, vous savez. C'est la région d'un côté et BPI de l'autre. J'étais en fait d'un mur, c'est-à-dire que j'ai fait un mail commun aux 2 entités. J'ai parlé au premier qui m'a dit mais nous on est d'accord, mais BPI non, c'est pas la même chose. J'ai fait un mail à la BPI qui m'a dit mais nous on est d'accord, mais après l'IDF c'est pas la même chose pour nous la région. J'ai fait un mail aux 2 et les 2 m'ont répondu non, ça ne marche pas. C'est pour le PIA national que ça marche votre produit. Donc en fait, je me retrouve avec un prix génial, avec la moitié de la dotation. Pas de problème. Je cherche d'autres solutions. Je ne vais pas tous les faire, mais c'est pour vous dire l'aberration un peu de notre système. Et je vais chercher d'autres produits spécial Covid, où là, pareil, donc on se retrouve avec le même cercle, les mêmes difficultés d'enclenchement, etc. Donc les procédures sont longues. Et pendant ce temps-là, tu as des boîtes américaines, évidemment, qui prospèrent. Et moi, je me fais contacter par un fonds américain qui m'explique gentiment qu'il valorise ma boîte tout de suite à 2 millions d'euros. Et il investit 200 000, les fameux 200 000 dont j'avais besoin. Par contre, la seule chose qu'il demande, c'est que j'aille m'installer dans le Delaware. L'immatriculation, bien sûr, et que j'aille aux États-Unis. Donc, si vous voulez, moi, j'ai une petite fille de 2 ans, je trouvais que c'était un peu dur de se déraciner tout de suite, comme ça. Mais simplement pour réfléchir aujourd'hui à quel est notre mindset, comment est-ce qu'on réfléchit aujourd'hui l'entrepreneuriat en France. On est un modèle, de toute façon, qui n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Je sais que ce n'est pas ce que tu veux entendre, Arthur, donc je m'accroche, mais c'est difficile pour moi. J'écris beaucoup de notes, j'ai fait beaucoup d'interventions. L'amorçage en France est essentiel. C'est une phase de développement d'une entreprise, c'est essentiel, et on en est très loin. On n'arrive pas à déclencher des choses pour que les entreprises prospèrent. On a 5 milliards d'investissements dans les startups aujourd'hui. 5 milliards, tu vas me dire, c'est énorme. 30% sur 10 entreprises, Canton Square, Alan, etc. Donc, sur les
milliers de startups qu'on a, tu as 30% qui sont fléchés vers 10 entreprises. Le ticket moyen est de 16 millions d'euros. C'est pas comme ça que tu vas aider des startups à se développer. C'est pas comme ça qu'on va accompagner l'entrepreneuriat. Ce n'est pas la bonne réponse. L'amorçage est clé. Et nous ne savons pas le faire. Et vous savez pourquoi on ne sait pas le faire? Et là, Charles, encore les aberrations du système. J'ai découvert, quand on m'a mis en relation avec la Caisse des dépôts et des consignations, qui a trouvé le produit génial, quand même souveraineté de l'État français, résilience alimentaire, votre produit est génial, etc. On m'a répondu, par rapport à un ticket de 200 000, hein, je veux dire, c'est pas... Ah, mais vous savez, en fait, on vous aurait donné de l'argent si vous demandiez 500 000 euros. Parce que 200 000 euros, vous comprenez, avec les coûts de due diligence, les coûts fixes, nos emplois, etc., on ne rentre pas dans nos frais. Mais vous dépensez 200 000 euros en due diligence, vous êtes combien dans la structure? On est 7 personnes. Alors, ok, je vais la refaire. Alors, comme vous intervenez en co-investissement avec un fonds qui vient de nous donner de l'argent, normalement, vous n'avez pas à refaire le travail. Ah si, on va le refaire. Mais vous ne vous faites pas confiance. Toudoum. Donc non, ils refont 2 fois le même exercice. Le même, c'est des entités partenaires, et ça, c'est moi, c'est intellectuellement, on parlait de pragmatisme. Comment tu peux faire 2 fois le même exercice? Et j'ai pas voulu vexer la personne de la Caisse des dépôts, mais je lui dis, vous savez, le fonds qui est intervenu, c'est Florange de Gaulle, les avocats, en fait. Est-ce qu'on peut considérer que c'est des bons avocats? Vous voulez les rechallenger? Oui, parce que c'est de l'argent public. Alors voilà, okay. Donc on m'a expliqué après la séquence, etc., etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous ne sommes pas un peuple... Alors pas nous. Nos instances ne sont pas très pragmatiques et que je n'ai fait qu'expérimenter des choses absolument incroyablement lourdes dans mon esprit. On a gagné des prix, on nous a qualifiés de jeunes entreprises innovantes. Et parce que nous étions jeunes entreprises innovantes, nous aurions dû avoir des aides ou en tout cas des facilités pour se développer, puisque l'objectif c'est de se développer pour créer de l'emploi. Et en fait, je paye plus de taxes que si j'étais une entreprise dite normale. Parce que moi, je n'ai pas les moyens d'avoir des fiscalistes, de l'optimisation, etc., etc. Donc, tu payes tout plein pot, mais on te dit, attention, l'année prochaine, on te rembourse tes frais. Il n'y aura pas d'année prochaine, monsieur, si je ne passe pas cette année, en fait. Donc, ce n'est pas possible. Donc, en gros, quand on parle de pragmatisme, moi, je crois beaucoup quand même, parce qu'on a de plus en plus d'entrepreneurs dans nos quartiers. Je crois que dans les stats, on est 70% survivent au bout de 3 ans, donc c'est les plus résilients, parce qu'on a pris la résilience dans notre enfance. Hein. Je veux dire, c'est structurellement dans notre ADN. Et en fait, plus personne n'a envie de l'assistanat dans les quartiers. Plus personne. L'entrepreneuriat devient la voie royale. Plus personne n'a envie d'être avec son ticket RSA. Et c'est pas vrai. C'est pas la vision qu'on veut avoir de notre pays. Donc, on veut entreprendre parce qu'on veut être libre. On veut être libre de proposer des choses pour le pays. On veut être aussi leader dans l'innovation. Mais pour être leader dans l'innovation, il faut qu'on change notre mindset. Alors, pas nous, hein, parce que je pense qu'on est tous d'accord avec ce qu'il faudrait faire. J'ai été contactée par la Chine tout à l'heure pour la solution. Ça fait peur quand même. Donc, parce que moi, on ne me connaît pas ici, mais les Chinois nous ont vus. Ça me pose des questions. Et pour vous dire, en fait, et je vais peut-être m'arrêter là, hein, sauf si j'ai encore 2 petites minutes, mais l'entrepreneuriat, c'était vital pour moi parce que je n'avais pas d'autre choix que de m'exprimer, de trouver des solutions pour un problème qui m'était insupportable. Les difficultés que je rencontre aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce que je peux faire et c'est pas grave, je vous en parle parce que c'est l'exercice et c'est le jeu, mais je vous assure que si je devais recommencer, je le ferais 1000 fois et je le recommande à tout le monde. Donc c'est des choses voilà, qui sont pénibles, mais on peut les passer. La seule chose sur laquelle moi je suis en alerte quand même aujourd'hui, c'est que tout notre savoir-faire, on a une richesse extraordinaire dans ce pays, on est très bon, on est des créatifs et ça c'est vrai qu'on est des créatifs. Mais dans les 5 milliards d'investissements qui ont eu lieu sur le premier semestre, vous savez combien il y avait d'investisseurs américains ? 80%. Et ça me fait froid dans le dos. Le pire, c'est même pas ça, c'est qu'on s'en est vanté. C'est que le président a tweeté que c'était génial. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait mal. Ça, je me dis, ok, c'est pas normal. On ne peut pas se satisfaire. Dernier coup en date, parce qu'on a le droit de dire les choses, on est entre nous, n'est-ce pas? Cédric O, qui met un t-shirt Google. Mais comment tu peux faire ça, en fait? Enfin, je veux dire, non, pas toi. Les autres, oui, tout, non. Donc,
Pour nous, les startups, quand on voit ça, on se dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que moi, je dois tout payer. Mais tout, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on me loupe pas. J'ai des relances encore aujourd'hui. Tiens, t'as oublié de payer ce truc-là, machin. S'il vous plaît, une semaine de décalage de trésorerie. Non, c'est maintenant. Et des boîtes comme Google qui payent pas leurs impôts, qui sont dans des paradis fiscaux, etc., etc. Et on leur tape dessus médiatiquement. Et derrière, on met un t-shirt parce qu'ils ont donné un peu de fric à une association. Mais commence par payer tes impôts. Voilà, pardon. Hein. Voilà. Non. Moi, le dernier mot, c'est ça. Non, le dernier mot, c'est qu'il faut libérer les énergies. J'ai beaucoup de souverainistes au bureau. Ils sont contents d'être avec nous. Et on est fiers de ce que l'on fait aujourd'hui. Et je vous assure que quand vous êtes la start-up européenne qui pouvait changer... Parce qu'on a eu le label Green Tech Innovation. Donc je le dis, ils sont quand même sympas au gouvernement. Ils ont mis un super label. Mais voilà, libérer les énergies. Je crois en nous. Je vous assure qu'on a une force vive sur le terrain qui est mobilisée et qui veut changer les choses. Et cette génération qui arrive, moi, c'est tous les jeunes que j'ai chez moi. Ils sont dans l'impact. Ils sont dans l'écologie. Ils veulent que les choses changent. Et elles vont changer, et je l'espère, grâce à vous tous. Merci.